Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Je suis très content de vous accompagner ce matin du 23e jour de Ramadan, bientôt la fin. Et j'espère que vous avez profité pleinement justement de ce mois sacré, mois de la foi, mois de la piété, bien sûr. Ce qui traduit cette foi et cette piété, ce sont souvent nos actes et nos actions de générosité et de solidarité. Et bien sûr, il en sera question au premier passage de cette émission, donc dans l'invité de la matinale, cette rubrique animée par Yezid Ait Mahidine qui va revenir justement sur ces œuvres caritatives du mois de Ramadan à travers la présence parmi nous d'un membre de l'Observatoire national de la société civile, Kenzan Char en l'occurrence. La solidarité, la bienveillance, la bienfaisance est de mise aussi avec la communauté algérienne installée à l'étranger. Et bien sûr, nous avons tous les dimanches une rubrique, celle animée par Fella Bennour, qui met en relief toute la générosité du peuple algérien où qu'il soit. Et bien sûr, nous aurons l'occasion aussi de montrer le talent de ces Algériennes et de ces Algériens qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, gros plan sur Monsieur Mouloud Khalif, invité de Fella Bennour. Il est consultant en écosystème digital. Et puis, en cette matinée, bien sûr, des conseils santé, des conseils dans la rubrique santé et bien-être animée par Agnès Ril. Vous aurez droit à des conseils, notamment ceux qui concernent l'optimisation de l'absorption des vitamines et nutriments ce matin. Nous allons connaître avec elle les différents moyens d'y arriver, d'y parvenir. Bien sûr, il s'agit aussi de culture dans Bonjour d'Algérie et aujourd'hui avec Samira Hadjamar, gros plan sur Ngaous, cette cité antique qui ne manque pas d'atours. Et puis une page d'histoire sera ouverte aussi pour vous et rien que pour vous par Hassan Arab ce matin. Voilà qui compose notre matinale, bien sûr, qui sera agrémentée également de reportages et puis aussi de chansons pour ceux qui aiment. Alors, merci d'être avec nous tout de suite. Sans plus tarder, je vous invite à suivre les nouvelles du ciel avec Amal Laribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Oui, ça En va, forme tout ce seul. matin? Ouais, ça va. Ça va très J'ai bien. vraiment besoin de votre éclairage aujourd'hui, Amel, parce que vraiment, ma femme, toi, l'eau. Ah oui, Je suis sortie le matin, il a fait frais? le ciel dégagé, un peu de fraîcheur, du vent. Oh, j'ai rien compris. Ouais, Je pense ouais. que les cartes vont être plus explicites. Exactement. Merci de nous dire ce qu'il en est. Merci Nadia. Bonjour à Merci. tous et bon réveil. Et bien pour cet après-midi, Météo Algérie prévoit des passages nuageux sur une grande partie des régions nord qu'on peut voir sur la carte. Ces nuages vont donner quelques pluies, parfois sous forme d'averses durant la journée sur les régions côtières et intérieures de l'ouest qui seront plus fréquentes, mais en fin d'après-midi. Également de la brume en ce début de matinée sur les régions de l'est, puis le ciel restera passagèrement nuageux tout au long de la journée, également sur les régions centre. À noter des vents forts cette fois-ci sur les hauts plateaux de l'ouest, mais qui peuvent engendrer quelques particules de sable en suspension durant la journée. La moitié sud, un ciel tantôt nuageux et tantôt ensoleillé vers l'extrême sud, le Sahara central, le Ghert Tassili, le Sahara oriental, également le sud des oasis accompagnés d'orages. Et ces orages vont donner mais quelques pluies par endroit sur le sud des oasis. À noter des vents forts sur les oasis et le Sahara central qui vont engendrer des écoulements de sable et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Donc soyez très très prudents. Partout ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Les températures, eh bien, elles vont baisser sensiblement par rapport à hier, mais plus sur les régions de l'Est où on a eu 32 degrés du côté de Annaba. Eh bien, aujourd'hui, on aura 21 degrés et du côté de Guelma où on a eu 30, eh bien, on aura 18 degrés durant la journée, 19 à Sétif, 16 degrés le minimum aussi du côté du centre vers Tizi Ouzou, 22 à Batna, le minimum à l'ouest, 14 du côté de Tiaret, 13 le minimum, pardon, du côté d'Albeyat, 14 à Tiaret, 15 à Djelfa, 22 Oran, 21 à Tlemcen, 19 à Alger, au sud 23 degrés à Bécha, 26 Gardaïa, 28 à Tindouf, 32 degrés à Biskra, 33 à Tamanrasset, également Janet, 39 à Elizi, 36 degrés Insalah et 41 à 42 degrés de Ingezem vers Borj Bedjimourtar.
La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur les côtes est, également le centre, mais très agitée sur les côtes ouest, avec des vents qui varient entre 30 et 50 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents sont de secteur sud-ouest et jusqu'à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront variables. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où le ciel restera partiellement voilé, plus exactement du côté d'Istanbul, également Vienne et Rome, passagers nuageux à Madrid, peu nuageux à Moscou, mais plutôt couvert du côté de Berlin, Londres, Paris, et le thermomètre indiquera 7 degrés seulement du côté de Moscou, 13 à Kiev, 14 à Berlin, 15 à Paris et Londres, 19 à Rome, 12 à Madrid, 14 à Lisbonne, 17 degrés à Istanbul et le maximum cette fois-ci du côté de Vienne avec 21 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, mon ami. Merci. Il y a des jours où je suis tentée de te garder, mais bon. On n'y peut rien. Heureusement que tu réapparais à midi, donc ce sera avec grand plaisir. Merci, Aladia. Bonne journée. Également, bonne journée. Et à très vite, Inch'Allah. Oui, à demain. Voilà, absolument. Rendez-vous pris. Restez avec nous, mesdames, messieurs, tout de suite. C'est l'heure de retrouver l'invité de la matinale après ceci. Et notre siège se trouve justement au cœur de cette belle capitale qu'on vient de visiter à travers l'image. Restez avec nous, mesdames, messieurs, tout de suite. On va parler de générosité, de solidarité et d'œuvres caritatives. Tout un programme qui sera développé par l'invité de la matinale, Yazid Ait Mahidine. Tout de suite. Voilà, bonjour Yazid. Bonjour Ladia, ça va? Très Alors bien, on entame très le bien. 21e jour du Ramadan, c'est ça? 23e. 23e. Oui, ça va vite. Bonjour, donc je reçois ce matin Madame Kenza Nechar, Rania Al-Tarif comme on dit, et voilà, une habituée de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Bonjour, Malcolm Barouk, Malcolm Sahab, Inch'Allah. Merci, donc vous êtes membre de l'Observatoire national de la société civile et cet observatoire dont la mission est la promotion des valeurs nationales, de la pratique démocratique et de la citoyenneté, et la solidarité se retrouve au cœur de ces valeurs nationales
Et nous savons tous que l'Observatoire national a déjà entamé cette grande opération de solidarité en direction des nécessiteux. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point sur ce qui s'est passé et puis les préparations pour l'Aïd également? Alors, merci. Alors, d'abord, la mission de l'Observatoire, c'est plus accompagner les associations qui œuvrent durant toute l'année. Et donc, en particulier, nous savons que la solidarité de l'Algérien est bien connue et surtout durant le mois de Ramadan. Donc, effectivement, l'Observatoire a accompagné beaucoup d'associations. Donc, quand je dis accompagner, c'est-à-dire être un peu le médiateur entre associations et aussi collectivités locales ou toute autre institution pour faciliter justement l'organisation de leurs programmes et aussi les orienter parce que vous savez les associations c'est différents niveaux, vous savez des niveaux, il y a des associations qui viennent de commencer, d'autres non, qui ont beaucoup plus d'expérience, il y a aussi des collectifs donc la société civile ou les organisations de la société civile sont très très diverses mais en tous les cas durant le mois de Ramadan la particularité des associations algériennes c'est que même celles qui œuvrent dans d'autres domaines que l'humanitaire, et bien durant le mois de Ramadan, elles s'organisent avec d'autres associations pour justement venir en besoin aux personnes démunies, aux familles démunies. Donc ceci s'illustre à travers d'abord le coufin de Ramadan. Par la suite, entre-temps, il y a tout la préparation du iftar. Donc quand on dit iftar, mais c'est très, très diversifié. Donc vous voyez des jeunes, on l'a tous vu, dans les routes qui proposent, qui arrêtent les voitures pour qu'ils puissent rompre le jeûne. Vous avez le maïdat de iftar, donc alors c'est différentes proportions selon les capacités financières de l'association et non humaine, hein, parce que la capacité humaine elle est très présente. Et vous avez aussi ceux qui font aussi l'imsak, donc le matin, suhour, pardon. Et voilà. Et par la suite, vous avez la préparation de l'Aïd. Et enfin, il y a même celle des associations qui font même des couffins pour l'Aïd. Et aussi, vous avez la circoncision. Donc, c'est très diversifié. Et vous avez commencé déjà avec l'association Sidra. Avec Oui. Vous avez donné de la visibilité à cette association avec ces box de Rahma. Algerian Food Bank, oui, tout à fait. Comme chaque année, l'association elle fait cette large campagne de récolte de dents, mais aussi de distribution de colis fin prêts à distribuer aux familles démunies à travers l'échelle nationale. Et puis on voit ça, vraiment, c'est une solidarité qu'on retrouve partout en Algérie, vraiment dans toutes les wilayas, et c'est chacun ses capacités. Mais ce qu'on voit d'année après année, en tout cas de notre modeste expérience au sein de l'Observatoire national de la société civile, c'est que chaque année ça s'organise mieux. C'est-à-dire même actuellement, même quand on voit une association qui vient de commencer, elle sait déjà comment est-ce qu'il faut se préparer, vers qui aller se tourner. C'est vrai que même du côté des collectivités locales, il y a une très très belle organisation de sorte à ce que l'association ne soit pas perdue, parce que parfois les associations, vous savez, on est là surtout par rapport à l'iftar, on est là à donner des repas aux familles, enfin à l'humain en vrai. Donc il faudrait que le repas en tout cas que la personne qui vient rompre le jeûne soit en totale sécurité. Donc par exemple, dans certaines régions, on a vu où c'était le chef d'aéra ou l'APC qui faisait un appel aux associations à travers leur page Facebook. C'est les associations qui veulent se présenter, ils veulent faire le iftar, elles n'ont qu'à se présenter. Donc voilà, ils ont comme une petite interview. Donc l'association présente son programme, et par la suite, voilà, il y a la collectivité locale qui essaye d'organiser avec l'association ces différentes actions. Et puis vous savez, même durant Ramadan, ce n'est pas que les 4 projets que je viens de citer, mais on voit aussi même dans les soirées, donc les lettres Ramadan, donc très souvent on voit des associations qui font des tables rondes, des discussions, parce que voilà, la société civile, c'est pas que dans le cadre humanitaire, hein, c'est beaucoup de domaines. Il y a les associations
de prévention contre les accidents de la route. Donc ils font aussi, ils sortent et ils vont vers les conducteurs pour les sensibiliser à diminuer la accompagner vitesse, les malades aussi accompagner les malades. C'est vraiment très diversifié. Par exemple, il y a même ceux qui font des tables rondes dans des thématiques qui intéressent les jeunes ou qui intéressent une certaine frange de la société. Donc on est en fin du mois de Ramadan et pour cette année en tout cas particulièrement, on voit que les organisations de la société civile s'organisent beaucoup mieux et il y a une meilleure synergie entre les autorités et aussi les opérateurs économiques. Très souvent, les associations se plaignaient du financement et parce que voilà, il y avait que du financement qui allait vers des activités bien précises. Or que cette année, on en voit une certaine diversité et ça, ce n'est que bon pour la société civile parce que voilà, il ne faudrait pas que l'association reste collée à la subvention des autorités, mais non, il faudrait qu'elle aille vers le sponsoring. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'Observatoire national de la société civile a boosté également ce bénévolat, ce magnifique mouvement, ce sursaut de générosité qui est le bénévolat. Effectivement, donc c'est vrai qu'il y a eu diverses initiatives justement pour orienter les associations ou encore pour former les associations. Donc effectivement, nous sommes contents et puis actuellement il y a eu la nomination d'une nouvelle présidente, une femme, on en est réjouis, nous autant que femmes, qu'une femme soit à la tête d'un organisme aussi important pour la société, aussi important aussi pour la démocratie, pour le dialogue. Donc on félicite au nom de tous les membres de l'Observatoire et les représentants. On félicite la nouvelle présidente de l'Observatoire national de la société civile, Dr Ibtissam Hamdaoui. Et puis pour terminer, par rapport donc à Laylat al-Qadr et puis l'Aïd, je pense que l'Observatoire accompagnera également les associations dans le sens de ce sursaut de générosité et de dialogue et de solidarité entre tous les membres de la société civile. Effectivement, donc oui, donc en tout cas l'Observatoire est là pour accompagner toute action de société civile. Donc c'est pour le téléspectateur qui nous regarde, qu'est-ce que société civile, parce que c'est assez vaste. Donc c'est que ça commence d'un petit collectif ou même d'une personne qui est là, qui est engagée pour une certaine cause. Nous l'orientons vers qu'elle soit encore organisée en association. Et puis les associations, c'est très varié. Vous avez l'association locale, enfin de communes, de wilaya ou encore associations nationales. Et même aussi, je tiens aussi à féliciter les membres de la diaspora qui font un travail remarquable partout dans le monde, qui se sont très bien organisés, et notamment nos membres de la communauté nationale à l'étranger qui font face aussi à une certaine vague assez agressive du côté de la droite française. Donc même les associations ici en Algérie, elles font un travail assez remarquable pour justement contrer toute cette vague de la fachosphère. Donc l'Algérie n'a point besoin d'aide, au contraire, elle a toute son autonomie économique, et puis aussi nous avons toute une histoire qu'en tant qu'Algériens on n'accepte pas qu'elle soit comme ça, j'aimerais dire qu'ils veulent détruire toute cette histoire-là, où ils veulent tâcher, où ils veulent oui, c'est révisionniste, en fait c'est ce négationnisme que certains cercles de l'extrême droite française sont en train d'entretenir. Et heureusement qu'il y a également ces Algériens de la communauté nationale à l'étranger, notamment à travers ceux qui sont dans l'Observatoire national de la société civile, qui sont là à dire basta à cette fachosphère. Tout à fait. Donc c'est bas tout ce qu'on est en train de voir, et voilà, donc chapeau à notre communauté nationale à l'étranger qui est mobilisée, qui est là et qui dit non, et qui refuse en tout cas tout cela, parce que voilà,
c'est pas juste d'aller vers ce genre de comportement, c'est bas, c'est plus que pas juste, mais c'est bas de réagir ainsi. Et notre communauté et même les associations ici en Algérie, nous l'avons vu à travers les réseaux sociaux, beaucoup font des appels, enfin, à travers leur page Facebook, voilà, qui font des dénonciations de tous ces actes-là, parce que la France a quand même est passée, a laissé de très mauvaises traces qu'on n'oubliera pas et voilà. Absolument. Et que vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Madame Kenza Nachab, membre de l'Observatoire national de la société civile. Merci. Merci à vous. Et oui, moi aussi, je joins ma parole à la vôtre. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Comme le disent les jeunes. Merci beaucoup, Kenza Nachab. Merci également à Yezid pour cet éclairage autour de la générosité, la solidarité à l'algérienne. Et bien sûr, on en parlera encore un peu plus tard. On va certainement revenir là-dessus. Mais tout de suite, on va ouvrir une page santé avec notre ami Ania Srir qui va me rejoindre dans un instant après ce reportage qui a été réalisé au niveau de la grande mosquée d'Alger, le Jama' al-Kabir, Jama' al-Jazair plutôt. Et donc, c'est une grande campagne de dons de sang. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait reçu le représentant de l'ONS, plutôt l'ANS, l'Agence nationale du sang, qui avait lancé un appel dans ce sens pour renforcer la banque de sang en Algérie. Les dons de sang se sont multipliés du coup, et puis voilà, on va voir une des opérations. Elle a été suivie par Hamid Rebouh et c'est parti. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Afin d'encourager les citoyens à accomplir des actions de bienfaisance et d'approvisionner les banques de sang pendant le mois sacré de Ramadan, l'Agence nationale du sang, en collaboration avec Jama' al-Jazair, a programmé une campagne de collecte de sang après la prière des Tarawih accomplie dans cet édifice qui accueille un nombre important de fidèles. Les prières de Tarawih achevées, un formidable élan de solidarité anime les citoyens qui participent à cette louable initiative en faisant don de leur sang afin de sauver des vies. احنا اليوم متواجدون في مسجد الأعظم بالجزائر العاصمة. جئنا في مبادرة للتبرع بالدم. تعرفون التبرع بالدم هو مبادرة عظيمة لإنقاذ الناس وإنقاذ الأرواح، وهو نوع من الصدقات، ونحن اليوم نستغل هذا الشهر الفضيل للتبرع بالدم، وليس فقط شهر رمضان. التبرع بالدم هي حسنة يجب أن يقوم بها كل مواطن لإنقاذ الناس. Donc on fait ça pour sauver des vies, quoi. Divers acteurs des secteurs des affaires religieuses et waqf, ainsi que des établissements hospitaliers, s'emploient activement à la réussite de cette louable opération de solidarité afin de collecter le plus grand nombre de poches de sang et répondre aux besoins des patients dans l'attente de subir une intervention chirurgicale ou ceux ayant été victimes d'accidents. Donc cette salle équipée par Jama' al-Jazair pour recevoir des donneurs, donc ce sont des fidèles de Jama' al-Jazair dans le cadre de collaboration entre Jama' al-Jazair et l'Agence nationale du sang. Les gens ont tendance à hésiter pour donner un peu de sang, et ce par pure crainte, alors que les médecins préconisent aux patients de faire don de sang, car non seulement ils sauvent des vies, mais aussi revitalisent le système sanguin du donneur et améliorent ses performances. أنا هنا في حملة تبرع بمناسبة الشهر الكريم. جينا المسجد الأعظم من أجل باش نحو شوية الناس شوية دم للمرضى. رانا محتاجين بزاف الدم، مرضى محتاجين، كاين للحوادث، كاين لعمليات جراحية، وإن شاء الله هذه العملية تدوم في أحسن ما يكون. ورانا هنا حتى الشهر 27 رمضان، ونقولوا للناس بارك الله فيهم ماذا بهم يتقدموا لهنا وينحوا شوية دم للمرضى باش لصالحهم وباش هذا. شكرا.
l'Agence nationale du sang et le rectorat de Jama' al-Jazair invitent les citoyens à venir nombreux pour faire don de leur sang, pour assurer un stock de sang sûr et durable, pour répondre aux besoins des patients et sauver des vies. Et j'espère que ce vœu exprimé par notre collègue Hamid Rebouh trouvera écho auprès de ceux qui nous regardent ce matin et qui seront nombreux à suivre cet élan du cœur de la part de tous les donneurs de sang. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dimanche et chaque dimanche, nous avons des conseils santé et bien-être dans la rubrique qui est animée par Ania Srir. Et c'est parti, c'est pour tout de suite. Ania, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Un bonjour avec une petite moue comme ça, bizarre. C'est la fatigue du 23e jour. La fin du ramadan, on commence à sentir. 23e jour, 23 tables bien garnies, j'imagine, chez vous, et beaucoup d'obligations. Un peu comme tout le monde. Oui, un peu comme tout le monde, mais il y a aussi la satisfaction du partage et voilà, de ces moments précieux qu'on partage en famille. Alors, Ania Srir, dans cette rubrique aujourd'hui, on va parler d'optimisation de l'absorption des vitamines et nutriments, n'est-ce pas? Oui, voilà, car c'est vrai qu'on parle souvent d'une alimentation saine, riche en vitamines, riche en nutriments, car qu'est-ce que la nutrition et la nutrithérapie? La différence, c'est que la nutrition, elle peut permettre par exemple quelques écarts, des gourmandises, mais la nutrithérapie, c'est se soigner avec ces nutriments-là et ces vitamines-là. Et donc, on a beau avoir une assiette qui est riche en nutriments, en vitamines, en acides gras essentiels, mais si l'absorption ne se fait pas correctement, on n'en profite pas assez. Très bien. Est-ce que oui. Voilà, justement, ça change entre une personne et une autre. Oui. C'est-à-dire que justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que cette absorption se déroule de la même manière pour chacun de nous? Comment ça se passe? Il y a évidemment des différences. C'est en fonction de l'état physiologique de la personne. Par exemple, il y a des périodes de stress où l'individu a une absorption qui est perturbée. Les états comme une femme enceinte aura tendance à avoir une absorption différente des nutriments. Une période de fatigue, certaines pathologies, certains états pathologiques, par exemple certaines maladies chroniques, certaines colopathies fonctionnelles, un ulcère digestif. Il y a plein de pathologies ou d'états physiologiques, on va dire, qui vont modifier l'absorption de certains aliments ou de certaines vitamines. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la synergie entre les aliments. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à faire quelques erreurs et à associer les mauvais aliments entre eux. C'est-à-dire que tel aliment est bon pour notre santé, il nous apporte certaines vitamines. Le second aliment, pareil, mais ce n'est pas compatible. L'association des deux n'est pas bon. Exactement. L'association des deux n'est pas la meilleure et il y a c'est-à-dire, comment dire, certains nutriments se concurrencent entre eux pour l'absorption. D'autres sont des chélateurs, ils inhibent l'absorption du second nutriment. Et donc, il faut séparer certains aliments et d'autres, il faut justement les associer, ou plutôt au contraire, les associer pour optimiser cette absorption et prendre le meilleur de l'aliment qu'on va... J'ai posé la question à la place de ceux qui nous regardent. Alors, un exemple, justement. Des exemples. On va tous réfléchir et se dire, qu'est-ce que j'ai pu associer qui n'est pas compatible? Alors, exactement. Quelques exemples, s'il vous plaît, Annie. Déjà, pour les vitamines, généralement, tout ce qui est vitamines liposolubles, comme la vitamine A, la vitamine D, vitamine E, K, la vitamine A qui se trouve dans les carottes, c'est bien connu, aura besoin d'acides gras, aura besoin d'huile comme l'huile d'olive, le beurre, les œufs, les noix. Tout ça va favoriser l'absorption de la vitamine A qui est présente dans les carottes. Donc si on prend des carottes, on va éviter de les mettre avec de la viande, ou on va plutôt essayer de favoriser de l'huile d'olive, des œufs, ou avec du beurre par exemple. La vitamine D, pareil, pour le poisson, c'est pareil. La vitamine K qui est présente dans tout ce qui est brocoli, tout ce qui est chou, tout ce qui est épinards, pareil, on rajoute du beurre, on rajoute de l'huile d'olive, c'est très important et ça va faire que l'absorption de la vitamine A se fasse
mieux, des vitamines du groupe liposoluble se fassent mieux, car justement, comme leur nom l'indique, elles sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles vont mieux se dissoudre dans tout ce qui est ce sont lipidiques. Lipidique, voilà. Exactement. Tout ce qui est D'où le terme lipo. Voilà, tout ce qui est bonne graisse. Tout ce qui est vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C, par exemple, là, c'est plutôt une association avec le fer. C'est-à-dire que si on veut bien absorber le fer, on va rajouter de la vitamine C. Par exemple, et surtout le fer non héminique, parce qu'il y a deux types de fer. Il y a le fer héminique qui vient de tout ce qui est animal, voilà, foie, viande, etc. Et il y a le fer non héminique qui vient des aliments, des légumineuses par exemple. Et là, on va essayer d'associer ça avec de la vitamine C. Par exemple, si vous avez des lentilles, du pois chiche, une salade de pois chiche, de lentilles, tout ce qui est légumineuse. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme légumineuse. Ça serait bien de les associer avec du poivron, avec du citron, avec... Oui, parce que le poivron est riche en vitamine C. Il est très riche en vitamine C. Le poivron, bien plus riche que les agrumes et les fraises. C'est-à-dire que c'est l'une des sources les plus importantes de vitamine C. Mais encore une fois, la vitamine C est une vitamine très fragile. C'est-à-dire que s'il est cuit, c'est cuit. Ah oui. Il est cuit, c'est cuit. On parle il perd ses propriétés. On parle de vitamine C qui n'est pas transformée, qui n'est pas cuite, pour justement pouvoir bénéficier de ces bienfaits. Donc l'idéal, c'est de cuisiner et de jeter ces petits poivrons à la fin. Voilà. Par exemple. Voilà. Juste à la fin, juste avant la consommation. Exactement. Par exemple, quand on a aussi le poisson qui marche très très bien, la vitamine D du poisson marche très très bien aussi avec le citron, avec les légumes de façon générale. On a tendance à associer, on parle de synergie des aliments, on a tendance à associer par exemple le poisson avec le riz. Or, pas du tout. C'est pas ce qu'il faut faire normalement. C'est pas grave, bon, pour le plaisir, pour le goût, bien sûr, voilà. Mais si on veut vraiment profiter du poisson et de ses bienfaits, c'est plutôt avec les légumes. La viande, c'est pareil, c'est pas avec les frites. C'est avec les légumes. Même le fer non héminique aura besoin d'être associé avec des légumes pour être mieux absorbé. Et on va éviter bien sûr d'associer le calcium avec le fer. Voilà, parce qu'il y a une sorte de concurrence pour leur absorption. C'est-à-dire qu'on va essayer d'espacer. S'il y a un yaourt à prendre par exemple et qu'on a pris un repas riche en fer, que ce soit du fer qui vient des légumineuses non héminiques ou du fer qui vient des produits animaliers comme le foie, la viande rouge, etc. On va essayer de prendre ce petit dessert un petit peu de façon un petit peu plus espacée. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Pareil pour le thé. Le thé est un petit peu un chélateur de fer. Donc on va essayer de prendre notre thé à distance de ce repas qui est riche en fer. Voilà. Le café et le soda, ça va plutôt perturber l'absorption du magnésium. C'est-à-dire que si vous avez un repas, ou plutôt un dessert, on va dire, riche en magnésium, par exemple des bananes, du chocolat, et que vous voulez profiter des bienfaits du magnésium qu'il y a dans ces bananes, dans ce chocolat et dans tous les aliments qui en contiennent, on va essayer d'éviter les sodas à côté et le café, car ça va agir encore une fois comme une forme de chélation et éviter, plutôt réduire l'absorption du magnésium dans notre tube digestif. D'accord. Et donc c'est très important. Il y a aussi une notion de chrononutrition. Donc qu'est-ce que la chrononutrition? C'est le fait qu'à certaines périodes de la journée, il y a une absorption qui est plus facile ou favorisée de tel nutriment qu'un autre. Et par exemple, et ça c'est lié au cycle du cortisol, voilà. Et donc par exemple, si on veut prendre des bons acides gras, on va essayer de laisser ça pour la période du matin. Ça peut être à midi pour le déjeuner ou même pendant le petit déjeuner. On va essayer par exemple la tartine de beurre. Si on a le choix, on va la laisser pour le petit déjeuner, pour le matin. Tout ce qui est sucre, on va essayer de le laisser pour le 4 heures. C'est la meilleure période car ça va nous permettre d'absorber le sucre, mais
mais pas trop. On va dire que ça ne va pas nous faire autant de mal que si ça avait été dès le matin pour enclencher un pic d'insuline dès le matin. Donc ça, c'est la chrononutrition. Et si on allie par exemple la chrononutrition à la synergie entre les aliments, on favorise vraiment le fait de l'optimisation de l'absorption. Voilà, de l'absorption des nutriments et des vitamines, qu'ils soient hydrosolubles ou liposolubles, du fer également et du magnésium, de tous ces nutriments-là. Très bien, les personnes qui présentent, comme vous le disiez, des maladies chroniques et qui peinent justement à absorber certaines substances telles que le fer, ont recours aussi aux médicaments. Parfois, il y a des prescriptions de vitamine B12 pour renforcer ça aussi. Oui, exactement. Là, c'est vrai qu'on parlait de tout ce qui est nutrition, de tout ce qui est naturel, assiette, mais il y a bien sûr tout ce qui est... Voilà, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, mais il y a toujours les compléments alimentaires. Mais c'est pareil, ça marche pareil. C'est-à-dire que même si vous prenez une supplémentation, vous devez faire attention à ce qu'elle soit bien absorbée. Voilà, à ce qu'elle soit bien absorbée et à l'aliment qui va accompagner cette supplémentation. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est de prendre, que ce soit pour le fer, que ce soit pour les vitamines liposolubles, c'est intéressant aussi de prendre tout ce qui est pain au levain, tout ce qui est pain complet, mais au levain. Voilà. Ça aide, tout ce qui est aliments fermentés, aide à mieux absorber les nutriments de façon générale. Voilà. Donc c'est toujours une astuce à rajouter dans son alimentation. Une petite tartine en plus, voilà, mais que ce soit du pain complet, encore une fois, on évite un petit peu la farine blanche en nutrithérapie. Absolument, absolument. Ça, j'avais compris depuis le début du mois de Ramadan. Vous n'avez eu cesse de le répéter, mais on a compris. Plus de farine blanche à table, de préférence. Les aliments aussi ultra transformés, le moins possible. J'ai changé le terme, si vous avez remarqué. J'ai l'habitude de dire industriel, mais bon, industriel classiquement, autrefois, c'était des aliments, enfin c'est toujours le cas pour beaucoup, d'aliments ultra transformés. Mais il faut encourager ce qui est fait maison. Ce qui est fait maison, bien sûr, mais aussi certains aliments semi-industriels essayent de produire des aliments de plus en plus sains. Et ça, c'est à encourager. Voilà. Le chocolat noir est fabriqué de façon industrielle, mais ça reste du chocolat noir, il y a des nutriments dedans. Donc le terme, c'est plutôt ultra transformé que industriel. Voilà. Car on peut avoir aussi certains aliments industriels qui sont bons, sont de qualité, bons pour la santé. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut encourager. C'est le consommateur qui a d'ailleurs un rôle. Si chaque personne allait demander de la farine complète, il y aurait de moins en moins de farine blanche. Si on demande des aliments qui sont bio, il y en aura de plus en plus dans les rayons. Exactement. Donc, c'est aussi notre rôle aussi de participer à transformer ces réflexes. À cette transition vers une alimentation plus saine. Et ça n'empêche pas que ce soit très gourmand, que ce soit goûteux, coloré. Je suis encore une fois pour associer plaisir et santé dans l'assiette. Il ne faut pas se frustrer, il faut juste essayer d'adopter des petites habitudes comme ça. Par exemple, la chrononutrition, la synergie entre les aliments, savoir associer les aliments pour que nous puissions prendre en même temps ce dont le corps a besoin exactement, tout en se faisant plaisir. Voilà, gourmandise n'est pas en contradiction. C'est vrai que c'est un péché mignon, mais qui peut être géré. Voilà, exactement. Grâce à la nutrithérapie. Merci infiniment, Ania. Merci. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain, Inch'Allah. Avec plaisir. Peut-être pas, je ne sais pas. Ça dépendra peut-être de l'Aïd. Ah oui, c'est vrai. Ça dépendra. Sinon, le dimanche d'après, avec grand plaisir. En tout cas, à très bientôt et ce sera avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir aussi qu'on vous accueille. Si vous venez d'arriver, merci. Et tout de suite, rien que pour vous qui êtes là et qui nous regardez depuis tout à l'heure, une chanson. Il s'agit de Rachid Msbah qui interprète Yimma Azizan. أي من شالها الناس غيث ما ذق قيمة أنا الزول
المحالي مسؤول محالي في المطاس يصفى أجرك مغرقا تمصي وقضبرنا في الليل ماشي تتيني كما تسوم يما 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 عزيزة ماشي تتيني كما تسوم يما 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 عزيزة الغربة لك وذت مصير كيك الخال يما عزيزة يما عزيزة اسمك متجي غذيث مزيدوني تثبوي يعرقي وبريد نصح يعرقي وبريد نصح يما عزيز نسمحي الخير ثعوي امس نشرها نفرح امس نشرها نفرح اسمك متجي غذيث مزيدوني تثبوي يعرقي وبريد نصح يعرقي وبريد نصح يما عزيز نسمحي الخير ثعوي امس نشرها نفرح امس نشرها نفرح ثورة مغدد غثيلي وبريد العالي دوني ذات فنغ في الصح ماشي تتيني كما تسوم يما 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 عزيزة ماشي تتيني كما تسوم يما 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 عزيزة الغربة لك وتمزية كيك دخل يما عزيزة يما عزيزة تنف المرويغ اللحيف في الضرايد مسكران في الضرايد مسكران كثن ذكراني ذي الريف نك مفريغي النيف هذا فرحني يا عذاوة هذا فرحني يا عذاوة القلة كما تنف المرويغ اللحيف في الضرايد مسكران في الضرايد مسكران كثن ذكراني ذي الريف نك مفريغ النيف هذا فرحان الجيران هذا فرحان الجيران يما صبر خاص بالسيف هادي عدي الحيف مسألة سورام ماشي تتيني كما تسوم يما 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 عزيزة ماشي تتيني كما تسوم يما 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 عزيزة الغربة لك ذات مزية كيك الخل يما عزيزة يما عزيزة يما عزيزة يما عزيزة Aïm Azizen, cette belle reprise, donc tout à l'heure j'avais annoncé Rachid Mousbahi et Benou, ce sont des jeunes qui se sont réappropriés cette magnifique chanson avec brio. Ils sont trois voix, ils ont trois voix magnifiques qui vraiment fusionnent de fort belle manière. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous accueillons tout de suite nos amis, en l'occurrence Samira Hadjamar et Ebi Hassan Arab. Bonjour. Ça va les amis, ça va? Bonjour Radia, ça va. 23e jour, ça se passe comment? Oui, ça va, bientôt la fin. Ça va, bientôt la fin. Le jeûne n'est pas toujours facile. Non, vraiment, il est très bien, Ramadan. Non, ça va, ça va. C'est vrai que la météo est clémente, les gens sont plutôt... Ça va, plutôt calmes en ce moment. Les nuits sont courtes. Les nuits sont très courtes, les journées également. Mais en tout cas... Alhamdoulilah, ça se passe très bien pour la plupart des personnes qui jeûnent en ce moment. En ce mois sacré, nous ouvrons tout de suite une page avec Samira. Écume et Patrimoine nous emmène à l'est du pays et c'est elle qui vous en livrera les détails. C'est après ceci. الجوز
Sabira qui n'aime jamais passer en premier. Non, voilà, je m'attendais à ce que Hassan passe en premier. Oh Mais bon, c'est pas grave. On va parler de Ngaous. Oui. Ngaous, ça peut faire penser à beaucoup de choses. Ça, Tout fait une Ramadan. boisson Mais c'est pas la très boisson. célèbre. Très célèbre et Oui. qui est très ancienne aussi, mais qui est de la région. Une artiste peintre qui est de cette Ah. région et qui a Oui, je suis d'accord. créé des personnages qui s'appellent une gaussillette. Une gaussillette. Elle est Il d'ailleurs s'agit de aujourd'hui Jaïda considérée Ouadef. comme exactement Jaïda Ouadef, qui est l'une des doyennes de la peinture algérienne tout à fait, maintenant. tout à fait. Elle a son style particulier, elle déjà dans sa façon d'être, et ensuite dans ses œuvres. Elle est d'une Ngaous, elle aime Tout à fait. Ngaous, et d'ailleurs ça se répercute ça se voit, elle l'a transcrit dans son œuvre artistique. Il y a aussi Mrim Bouatoura. Bouatoura. On a Oui, commencé tout à par la fait. fin, hein, les personnages principaux. Mrim Bouatoura, on la connaît, elle a marqué. Sera assassiné à Constantine d'une manière terrible, donc 1958 avec Hamlaoui. Exact. Donc ils étaient dans un refuge en pleine ville. Oui. L'armée française avait utilisé les grands moyens, un char, donc on a tiré. Donc, Pour les tuer. Voilà. on les a délogés à l'aide d'un obus, donc J'imagine. terrible, terrible. Oui, Donc, là, elle- il y a elle est donc de- il y a un lycée à Constantine d'ailleurs qui porte son nom. Il y a un lycée. il y a Ici, un- à Alger. Si, Alger et El Biar. Et donc, tous deux sont des personnalités de la ville. Ce n'est pas les seuls, bien sûr. Il y en a eu, et il y en a eu depuis la préhistoire. Parce que Ngaous existe depuis la préhistoire. Et on le sait, c'est attesté par beaucoup. On va dire que c'est un lieu. Peut-être dire où c'est Ngaous. Oui, avec plaisir. D'ailleurs, la carte ça nous passe suit déjà. très bien. Donc, Ngaous est au centre de la wilaya de Batna. C'est une commune qui a une très très longue histoire. Il y a ce qui est étonnant pour cette ville, qui n'était pas une ville d'après Plaine, c'est-à-dire une civitas, une cité à la base, au moment où elle a été fondée, c'était plutôt une nation. Une nation, c'est-à-dire un peuple. Le peuple de Nissi Vibus, je vais réussir à le dire. Donc, Ngaous trouve sa racine, hein. Il n'a pas changé. Le nom, c'est une des villes en Algérie qui a gardé son nom originel depuis D'origine, la nuit oui, des c'est temps. bien. Exactement. Donc c'est une ville très intéressante, Ngaous. Il faut aller à Ngaous. On peut y aller de 9 manières. On peut aller par avion et par différentes villes. On peut aller par taxi, on peut aller par bus et on peut aller par train. On peut aller à travers les villes qui sont autour, donc Bereka, Batna, le centre de Batna. On peut aller par Constantine aussi. Je ne sais pas pourquoi je parle des transports, mais on peut y aller par tous les moyens. Parce que c'est un Par carrefour. route. Parce que C'est un carrefour. C'est un carrefour, aussi. effectivement, et c'est très intéressant de parler de ça aussi. Exact. Alors, avec Tobna et Belzema, parce que Ngaous est au pied du mont de Belzema. J'espère que je le prononce bien. Belzema. Belzema, exactement. Belzema. Donc, et Tobna, c'est une route qui a énormément compté depuis l'Antiquité. Et alors, Ngaous qui a connu toutes les civilisations depuis la préhistoire, c'est-à-dire il y a eu les Vandales, il y a eu les Byzantins, il y a eu bien sûr l'avènement de l'islam, et donc Les Romains aussi. Les Romains, bien avant. sûr, oui. Non, parce que tu parles Les Romains avant les Voilà. Vandales. sauté une étape. Les Vandales sont venus Toute la après les région, Romains. Toute cette région est importante, mais ce n'est pas une cité. On sait que les Byzantins, parce que ça a été documenté, hein, on a énormément de sources, avaient construit des forts, des remparts. Ils ont été détruits. Alors qui a détruit en premier? Ce sont les Vandales. Les Vandales, là où ils arrivent, ils dévastent les villes et les cités. D'où le terme vandalisé. Bon, peut-être. Voilà. Donc les Vandales, quand ils ont détruit la ville de Ngaous, ils l'ont annexée à Ypres. Ypres, bien sûr, c'était la capitale de l'Empire, exactement, Annaba. Donc après, il y a eu énormément, il y a eu aussi beaucoup on va dire, de batailles et de conflits au moment où il y a eu l'avènement de l'islam. Ngaous devient musulmane alors qu'elle est passée par des conflits très très importants, parce qu'elle a été chrétienne et qu'il y a eu les donatistes dans la région. Le conflit qui a duré, je crois, 3 siècles entre les donatistes et les chrétiens, les catholiques, a perturbé, a touché aussi la ville de Ngaous. Ngaous a été aussi on va dire touché par quand il y a eu l'avènement de l'islam, donc la fondation de la Qal'a d'Ibn Hamad, puisque le fils de Hamad était aussi a annexé Ngaous, et donc il y a eu des conflits entre les tribus. Et tout ça est documenté par Ibn Hawqal, par par
Ibn Khaldoun, j'ai mis tout ça dans le petit montage que j'ai fait. Oui, oui, on voyait les images tout à l'heure. Voilà. Sinon, il y a eu énormément de découvertes et notamment de stèles votives. Le culte qui était pratiqué, c'était le culte à Saturne et beaucoup de déesses et beaucoup de stèles ont été retrouvées. Ça, c'est dans la lointaine Antiquité, bien sûr. De l'Antiquité, bien sûr. Et le païen, c'est païen. Et en fait, parmi les stèles qui ont été retrouvées le plus, ce sont donc les habitants de l'époque faisaient des vœux et ils faisaient donc des stèles votives. Il y avait une représentation de bélier et c'était toujours pour qu'une femme, parce qu'une femme n'arrivait pas à avoir un enfant, donc elle faisait le vœu, elle s'adressait à la déesse, ou alors c'était parce qu'un enfant était malade. Et il y avait un rituel qui se passait la nuit en fait, et il y avait un sacrifice. Et il y avait le bélier, curieusement le mouton quoi, qu'on sacrifiait. On sacrifiait pas les humains, mais on sacrifiait un bélier. On le voit sur les stèles qui ont été retrouvées. C'est un site, il y a eu une industrie achelienne à Ngaous. C'est quelque chose qui remonte à la préhistoire. La préhistoire. Voilà. Donc, c'est des stations. C'est une plaine. C'est une plaine. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie déjà par... C'est une position stratégique. Climat modéré, donc c'est pourquoi... Aussi. C'est pour ça qu'on a des vergers. Tous se sont réfugiés là-bas. Des arbres fruitiers, c'est pour ça qu'on a une abondance de la flore. Ils ont la fête de l'abricot, je crois que c'est en octobre. Mais avant, à l'Antiquité, c'était le blé plutôt. Hein. Il y avait le blé, c'est une terre agricole. Toute la région était un grenier pour Rome, d'ailleurs. Non, des arbres fruitiers. C'est cité par Léon l'Africain, par beaucoup de géographes, d'historiens. C'est une ville qui a toujours été agricole. Donc les arbres fruitiers, c'était surtout le noyer qui était le plus répandu. On peut dire que la mère de Ahmed Bey, qui s'appelle Hadja Rqiya, s'est réfugiée à Ngaous au moment de la chute donc Ahmed Bey a lutté au moment de la colonisation lorsque les Français... Ahmed Bey a tenté de se replier vers sa ville natale qui était Biskra, donc c'est la route de Biskra, donc Ngaous. Exact. Voilà, Batna et Biskra, ce sont des... Et sa mère... Donc elle va se réfugier à Ngaous et elle va décéder là-bas et ils vont l'enterrer dans une mosquée. Et ils ont une mosquée avec une légende. Ça s'appelle, j'espère que je vais le prononcer correctement, Jama' bon, la mosquée des 7 dormants. Voilà. Exactement. Alors c'est une mosquée qui a une légende, qui est reliée à un saint homme, Ben Qasim, qui lui aussi est enterré dans la mosquée, mais avant que cette mosquée ne soit construite, lui est arrivé dans la ville, c'est au XVIe siècle. Il va, à cette époque, demander aux habitants de la ville de nettoyer un endroit. En fait, ce qui s'était passé juste avant son arrivée, c'est que 7 jeunes hommes qui étaient de bonne famille, qui avaient une très bonne réputation, ont disparu. Et quand Ben Qasim est arrivé dans la région, il leur a demandé de déblayer, de dénettoyer un endroit. Et à cet endroit, ils ont trouvé les 7 corps des 7 jeunes hommes qui avaient le visage tourné vers le soleil. On avait l'impression qu'ils dormaient. Et donc, ça a fait la légende de cette mosquée qui a été édifiée à cet emplacement. Il y avait 7 cercueils. Donc, en bois. Oui, 7 cercueils en bois. Le saint homme, donc Ben Qasim, est enterré à l'intérieur. Et la mère à Ahmed Bey. Donc c'est un site, la mosquée est protégée par le ministère de la Culture. Ça a été classé récemment au patrimoine national. Bon, on espère qu'elle sera restaurée, tout comme les sites qu'il y a à côté. On peut aussi citer le travail récent, parce que c'est des découvertes récentes, ceux de Tarq, du maître de conférence à l'université Alger 2, à l'Institut archéologie, Tarq Saad, qui travaille beaucoup dans la région. Il a fait énormément de découvertes, des monuments donc funéraires, des bassinas, des poteries. Enfin, normalement, on les a vus voilà, passer. On va les voir tout de suite maintenant. Et donc, c'est des choses, il y a beaucoup de choses. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses à découvrir qui n'ont pas été découvertes à Ngaous. Et c'est pour mettre un peu de lumière sur cette ville. J'essaie de faire vite. Ça mérite tout l'intérêt. Voilà. Alors, Samira, oui, l'histoire se termine par ces Sebargout. Donc, c'est la petite légende, on va dire. C'est une belle transition pour ce qui suivra, parce qu'on va parler aussi de charnier avec notre ami Hassan Arab, et de corps aussi ensevelis et de martyrs.
de notre, voilà, de la période coloniale. Et c'est avec Hassan Arab, bien sûr. Donc on ouvre tout de suite une page d'histoire. D'accord. Voilà Hassan. Bonjour. Bon, rebonjour. Rebonjour Hassan. Donc j'ai essayé de faire une petite transition, mais c'est beaucoup plus dramatique que ça, n'est-ce pas? Beaucoup plus dramatique. Donc, mais l'histoire et la vérité remontent toujours à la surface et rattrape les criminels quand il s'agit donc de crimes contre l'humanité, parce qu'il est question de crimes contre l'humanité. Le 29 mars 1956, donc ça se passe à Constantine, une date importante dans l'histoire de FIDA de la ville de Constantine, parce que c'est le début véritablement des actions FIDA à l'intérieur de la ville, une citadelle qui a été vraiment quadrillée avant le 29 mars 1956. Donc le 29 mars, il va y avoir un attentat contre le commissaire de police de la ville. Donc c'est le premier acte vraiment de FIDA à Constantine. Et le même jour, l'armée française va procéder à une rafle. Donc ils vont rafler 8 personnes. Je vais donner la liste de ces 8 personnes parce que c'est important. Il s'agit de Boujbir Mohamed, Bouzou Abdelmalik, Ben Harbiya Abdelmajid, Bezish Belqasem, Ahmed Rida Houhou, retenez bien le nom, Lajabi Mohamed Tahar, Boualek Ismail, Ben Karman Mammar. Donc on a 8 personnes. Donc ils seront déclarés disparus à partir du 29 mars 1956 jusqu'à juillet, donc l'été 1970. Qu'est-ce qui va se passer en 1970? Il y avait un terrassement donc entre la ville de Khroub, pas loin de la ville de Khroub, donc pour construire l'usine de Sonacom. Donc on est en 1970 et là on découvre un charnier, et le charnier où on va déterrer 8 corps. Donc, et on découvre pour la première fois des indices. Donc c'est la pièce d'identité de Mohamed Tahar Lajabi. Et puis on a découvert également les lunettes et un trousseau de clés du domicile de Mohamed de Rida Houhou. Donc, et là, on découvre un rapport de la gendarmerie. Après, évidemment, donc les chercheurs, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un rapport, donc ils ont dit, donc on les a arrêtés, donc après interrogatoire, dans une caserne à Constantine, et puis il y a eu un ordre, il fallait les transporter à la gendarmerie de Khroub. Et donc vers 23h, il y a un camion militaire escorté par une jeep qui vient à la caserne pour récupérer les 8 personnes. Et au lieu dit, ça c'est le rapport de la gendarmerie, donc c'est important, au lieu dit pont des Lauriers Roses, pas loin de du terrain d'aviation de Oued Hamimine, donc à Constantine, le camion a eu un problème, donc les gendarmes ont dit que les suspects, entre guillemets, ont tenté de fuir, donc on les a abattus, d'accord? Là, c'est le rapport de... Donc récemment, l'historienne Ounissa Tangour a repris ce travail, il a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, alors, elle va remettre en cause cette version parce que, puisqu'il y a eu un problème, ils ont tenté de fuir, pourquoi alors les enterrer dans une fosse commune? Pourquoi ne pas les donner aux familles, à leurs familles? Déclarer ça aux familles, oui. Et le deuxième indice qui est important, on a retrouvé parmi ces victimes le 8e nom, c'est-à-dire la 8e victime, Ben Karmah Mammar, qui était l'assassin justement, qui était plutôt assassiné par le fils du commissaire de police Samara Sélé de Constantine, et normalement il ne devait pas être parmi ces voilà. Alors l'historienne Tangour dit que probablement les 8 personnes ont été assassinées à l'intérieur même du camp militaire de Constantine. C'est-à-dire le rapport de la gendarmerie, c'est pour enfin couvrir donc les responsables de ce drame. Un drame qui a été commis parce qu'à l'époque, en 1955, il y avait
une note qui permettait d'assassiner toute tentative d'évasion. De fuite, d'évasion. C'est-à-dire c'est une autorisation de liquider les prisonniers et également d'instaurer ce qu'on appelle les disparitions forcées qui sont consécutives donc des exécutions sommaires mais surtout des décès sous la torture. Et aujourd'hui, le droit international qualifie donc ce type de disparition, parce qu'il était question de disparition jusqu'à 1970. C'est par inadvertance qu'on a découvert les cadavres de ces... le droit international qualifie donc ce type de disparition forcée, qui est passible de sanctions internationales. Donc ça relève vraiment du droit international et nous avons les responsables. Il s'agit donc du lieutenant du secteur de Constantine qui s'appelle René Anglade, qui est donc assisté par 3 soldats du bataillon de Corée. Il s'agit donc de Radolphe Donjon, Jean Bizot et Maurice Bologne. Donc voilà un petit peu. Vous avez les responsables. On sait s'ils sont vivants encore, on sait. On ne sait pas, mais la responsabilité. Non, il y a la responsabilité du chef de secteur. Donc nous savons que les notes, c'était les notes des militaires. Étaient produites avec des autorisations des hommes politiques à l'époque. Et nous savons que l'histoire des disparitions et des disparus pendant la guerre de libération nationale était programmée par les plus hautes autorités de l'État français. Donc, pour vous dire un petit peu, puisqu'on a les responsables directs, mais les responsables directs étaient couverts, par exemple, par un sinistre Rodier, qui a géré par la suite le centre de torture de la cité, la ferme Amziel. Voilà. C'est vraiment triste de... En fait, voilà, c'est triste de rappeler en tout cas toutes ces exactions, toutes ces actes de torture. Il est très important de le rappeler. Donc je pense que la page est close, Hassan. C'est pour aujourd'hui, donc, mais il y a toujours... il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, c'est la mémoire, donc... Absolument. La vive mémoire. Très bien. A-t-on une émission cette semaine à annoncer ? Cette semaine, on va parler justement des disparus, de la torture dans le cadre du déshonneur avec Amir Nebesh. Très bien. Ce sera quand et à quelle heure ? Ben Marahab, ce lundi, vers 16h. Voilà. Lundi soir, à 16h plutôt. 16h. À 16h, donc on rappelle le titre s'il vous plaît, Hassan ? Oui, donc c'est l'émission Le Déshonneur, elle sera donc consacrée à la torture, au problème de la torture et toutes les conséquences donc, de la torture, notamment les disparitions forcées, etc. Donc, très bien. Il y aura avec nous Maître Ben Brahim. Maître Ben Brahim et Ammar Belkhouja. Et Ammar Belkhouja. Très bien. Très bien, excellente voilà, une initiative. En tout cas, on te remercie. On remercie également Samira. Si vous voulez. Merci. Ouais. Merci les amis, c'est toujours un plaisir de vous avoir autour du plateau, et en tout cas après Ngawes, après aussi voilà, ce rappel historique, nous allons tout de suite parler d'une exposition artistique. Il s'agit de l'exposition de l'artiste peintre et interprète de musique shabi, Hissène Saïd, donc, qui est présent dans une galerie du côté de Hydra en plein Alger, et notre reporter s'est rendu sur les lieux et est revenu avec ce compte rendu. C'est dans cette ambiance conviviale que l'artiste Hissène Saadi a reçu ses convives aux couleurs et au rythme du patrimoine algérien. À travers ses toiles et sa musique, il peint et chante l'Algérie à sa façon, d'une manière majestueuse. Et pourtant, cet artiste se fait tout discret. Je vais oser leur montrer que je suis chanteur et en même temps, je suis artiste peintre. Un 2 en 1. 8 ans, je n'ai pas exposé. J'ai travaillé surtout sur Alger la Blanche. Alger, on a le meilleur ciel du monde. Le bleu que l'Algérie
Handa, il n'y a personne, aucun pays n'a ce bleu. Moi, je suis un peintre impressionniste au couteau, la spatule et beaucoup de matière. Tu fais avec la baie d'Angélique, tu fais c'est la matière de faire. Bercé dès son plus jeune âge par les qsidettes populaires du patrimoine algérois, il se fait vite repérer par le Hadj Mohamed Lanqa qui le convainc d'intégrer le Conservatoire national. Une consécration marque sa carrière en obtenant le premier prix en 1969. Cheikh Hassisen prend son envol et enregistre son premier 45 tours. L'Ayarin Tleimo, il interprète encore des qsidettes au bonheur des passionnés de l'art. Je prépare 4 singles, mes paroles et ma musique. Il y a une chanson que j'ai chantée, Mustafa Toumi, et il y a Rayhawin. Maintenant Rayhawin, c'est connu. قول الشيخ هيا قلبي عيط لي ما نسمح ليك في كل ليل تزيد عليا بابانك. Voilà. حسيسن سي غني على التعريف، سي ان امي دو لونغ دات، يعني نعرفه من زمان. حسيسن est un artiste. C'est un artiste يعني au sens plein du terme, puisque il est artiste في de la musique، عنده نشاط في الموسيقى. Et il est également artiste parce qu'il est peintre et il peint des tableaux qui représentent en fait les tableaux نتاعو. C'est toujours le قصبة, c'est toujours le mauresque, c'est toujours يعني الحاجات القدم اللي هو نهض فيهم، يعني نهض فيهم. Même la musique تاعو c'est la musique شعبي que tout le monde connaît, que نعرفوها يعني كاع. Aujourd'hui encore, il continue à émerveiller son public et les amateurs de son art, mais pas seulement. Son entourage le plus proche suit sa voie. Ça fait une trentaine d'années que j'expose avec mon mari. On a fait l'année de l'Algérie en France et ils apprécient la peinture de Hassisen. Moi, je suis dans l'acrylique, la peinture à l'eau. Et j'utilise beaucoup de tous les supports dans la peinture. Et Qu'est-ce que vous peignez? Je peigne surtout les us et les coutumes algériennes, de toute l'Algérie, le sud, l'Alger, la Casbah, et même les enfants. J'adore les enfants. Alors je peins les enfants également. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'épouse d'un artiste, musicien? C'est pas évident, c'est pas facile. Il faut donner de soi-même pour pouvoir d'abord maîtriser les deux tableaux de Hassisen, la peinture et la musique. C'est pas évident, mais ça nous rend vivants, on vit avec. Et ça nous rend joyeux et on rend les autres joyeux. السلام عليكم. اليوم جيت نهضر على جدي، نقول له بلي نحبك كي ترسم وكي تغني وراني مفتخرة بك. Difficile de résumer toute la carrière riche de Hassisen Saadi. Cet artiste aux grandes valeurs continue à donner généreusement pour que l'art brille encore. Et oui, Hassisen Saadi est une source d'inspiration pour les siens. Et pour preuve, Malia Saadi, bien sûr, qu'on salue ce matin si elle nous suit, cet artiste remarquable qui a été sur les pas de son père et qui fait une belle carrière dans le domaine du Shabi, notamment comme son père Hassisen. Et puis, donc voilà, merci pour votre attention, mesdames et messieurs. C'est l'heure de retrouver Fella Bennour maintenant et son invité dans Djalia des aides. C'est après ceci. Bonjour, bonjour Fella. Bonjour Radia, comment ça va? Très bien. Ça y est, c'est la fin Ramadan, ça y est, pas trop. Oui, plus que quelques jours, un petit peu, mais ça va. Ça n'a pas été trop dur cette année. Ah oui, pour le moins. Voilà, donc tu vas nous présenter notre invité du jour. Alors, ce matin, dans Djalia.dz, il faudrait que je vous prévienne, il faut attacher
vos ceintures parce qu'on va aller vers les 4 coins du globe avec notre invité. C'est avec grand plaisir que j'accueille Mouloud Khelif. Mouloud Khelif, bonjour. Merci pour l'invitation. Notre invitation. Salam alaikum. Allah yisselmak. Donc, je disais les 4 coins du globe, car le parcours est très riche. Mais je vais avant tout vous présenter à nos téléspectateurs. Donc, je vais lire parce que c'est quand même une liste. Donc, consultant en stratégie politique et gouvernance, 30 ans d'expérience à l'international et multidisciplinaire dans plusieurs secteurs, l'industrie. Vous travaillez avec des organismes étatiques et privés et même des organismes à but non lucratif. Vous êtes entrepreneur et fondateur de SPG Advisory, qui est un bureau de consulting. Vous êtes conférencier, modérateur, coach formateur, et je continue, spécialiste des stratégies digitales innovantes pour divers écosystèmes, conseiller auprès de plusieurs institutions, et c'est là que ça concerne aussi l'Algérie, plusieurs institutions nationales et internationales, membre de l'équipe de recherche du Centre international spécialisé dans l'intelligence artificielle à Genève, parce que je ne l'ai pas dit au début, vous êtes basé à Genève. Exactement. Il fallait peut-être commencer par là. Et vous êtes instructeur pour aussi plusieurs sociétés. Et en 2024, vous avez été sélectionné pour faire partie des Nations Unies, le PNUD en particulier. Donc, bonjour encore une fois. Mouloud Khelif, qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous ramène à chaque fois à l'Algérie? Alors, poser la question, c'est quelque part y répondre déjà. Quand on est algérien, même si on passe, c'est mon cas, la plus grande partie de sa vie à l'étranger, on est lié à ce pays par le sang, par l'ADN. Et pour mon cas, moi, l'Algérie a toujours fait partie de ma vie. Même quand j'étais très loin, quand j'étais en Asie, l'Algérie était toujours présente. Par les liens familiaux, par les liens du sang, bien sûr. Donc, mes parents nous ont toujours inculqué l'amour du pays. C'était quelque chose qui était évident. Ça fait partie des valeurs qui m'ont été transmises. Un papa qui faisait partie aussi de l'histoire d'Algérie et du colonialisme et de la révolution surtout du 1er novembre. Donc il faisait partie du groupe qui était à Khencha. Mon papa, Allah yarhamou, était ancien moujahid. Donc notre famille est originaire de Khenchla, dans les Aurès. Et mon père a été actif, il a été emprisonné. Il était proche. On le voit là à l'image. Il était proche donc des révolutionnaires dans la région, proche aussi bien sûr de Abbas El-Gharour et puis de toute l'équipe de Hajj Ya'la également, etc. Donc il était... mon père, quelque part, c'est mon héros, comme pour tout le monde, hein. Leur papa, c'est toujours le héros. Et mon père nous a toujours inculqué l'amour du pays sans nous inculquer la haine de qui que ce soit. Donc c'est quelqu'un qui était très ouvert et qui a combattu pour son pays, pour l'indépendance de notre pays, l'Algérie, mais qui nous a toujours ouverts vers le monde. Donc c'est ça que je retiens finalement dans mon éducation, c'est des valeurs d'ouverture. Et toujours essayer de créer des ponts entre les communautés, entre les cultures. Vous êtes né à Alger? Absolument. Et vous êtes parti à l'âge d'un an à l'étranger pour des raisons professionnelles par rapport au papa Allah yarhamou. Et je disais au départ les 4 globes parce que vous avez été en Asie, vous avez été en Amérique du Sud, en Amérique, à Montréal, Amérique du Nord, en Europe, un peu partout. C'est très enrichissant tout ça. Donc pour le mettre aussi au profit, j'allais dire, du pays d'origine, quelque part. Oui, alors j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Bien sûr, il y a eu la période où je vivais avec mes parents. Donc, et puis il y a la période après le bac. J'ai passé mon bac ici à Alger, en fait. Et quand j'ai eu mon bac, je suis parti en France pour mes études supérieures. Et donc ça, c'est ma première vie d'adulte, on va dire. La première période, c'était en France. Ensuite, j'ai eu la possibilité de partir en Asie. Ça a été finalement un changement de paradigme. Ça a été vraiment la découverte à la fois du monde,
la découverte d'autres cultures et puis la découverte de soi-même. Parce que quand on voyage, c'est non seulement la découverte des autres, mais c'est aussi comprendre un petit peu mieux qui on est, être confronté à d'autres cultures. Après 5 ans et demi en Asie, j'ai fait le saut vers l'Amérique du Nord. Donc je me suis retrouvé au Canada et j'ai passé presque 13 ans entre Canada, surtout Canada, un petit peu aux États-Unis. Vous avez fait un MBA, un HEC aussi? Voilà, au départ c'était ça. C'était dans ma vie, je dirais mon parcours est pas linéaire. J'ai jamais anticipé 5 ans ou 10 ans en avance. Quand je suis parti au Canada, c'était au départ pour faire un MBA. Donc l'objectif c'était de rester 2 ans. Et finalement, je suis resté presque 13 ans au Canada. Donc, vous avez fait même l'école d'aviation, la grande école d'aviation. Ça c'était avant, ça c'était en France. À la base, je suis ingénieur. Donc j'ai fait l'école nationale d'aviation civile. En option système, et puis j'ai fait aussi ce qu'on appelait à l'époque un DEA, l'équivalent d'un master en informatique industrielle et traitement du signal. Donc j'ai une formation technique à la base, mais très vite je me suis intéressé à la gouvernance digitale aussi, avant ça, je me suis intéressé au capital humain, parce que j'ai vite compris que le technique ne pouvait pas résoudre l'ensemble des problématiques uniquement avec le technique. Dans une organisation, quelle qu'elle soit, l'actif ou la ressource la plus importante, c'est le capital humain. Donc je me suis très vite intéressé à l'aspect développement personnel, l'aspect stratégique des ressources humaines. Et finalement, en faisant du développement d'affaires, je me suis rendu compte que tous les processus sont avant tout des processus humains, peu importe le niveau technique qu'on a. Et ça, c'était difficile pour moi parce que j'ai été formé comme un ingénieur. Un ingénieur, en général, voilà, et c'est assez carré, on aborde les problématiques d'une certaine manière, tout doit être analysé avec le prisme de l'ingénieur. Et c'est ce qui m'a ensuite emmené vers le MBA. En fait, le MBA, c'était quelque part pour avoir des bases en finance, en marketing, en ressources humaines, etc., qui venaient juste confirmer ce que j'avais vu sur le terrain. Voilà, c'était ça l'objectif du MBA. Et puis le Canada. Le Canada, c'est une très belle période de ma vie. Le Canada, c'est un pays qui est très accueillant. On a une très grande communauté algérienne au Canada. Et c'est un pays qui m'a accueilli. Et c'est pour ça que j'y suis resté aussi longtemps. L'Inde aussi? Vous avez fait l'Inde aussi? Alors ça, c'est la période asiatique. Ouais. J'ai fait plusieurs pays en Inde. J'étais aux Philippines, en Thaïlande, en Indonésie et en Inde. Ça, c'est les pays où j'ai vécu pendant, au total, 5 ans et demi. Donc effectivement, des cultures très différentes. Ça, c'est une période très enrichissante de ma vie. J'ai gardé beaucoup de contacts, et beaucoup d'amis de cette période. Et c'est vrai que dans ce parcours, finalement, ce que je retiens, c'est les rencontres, c'est les personnes. Et les connexions. Les connexions et les réseaux, l'importance du réseau. Tout à fait. Et en parlant de réseau, on s'est beaucoup croisés sur des événements tels que le sommet africain sur les startups, et pas que. Vous êtes très actifs auprès des institutions et aussi des organismes algériens. Bénévolement, il faut le dire, vous ne voulez pas que je le dise, mais je le dis. Vous êtes souvent bénévole pour apporter une pierre à l'édifice. Alors, effectivement, il y a un petit peu plus de 3 ans, c'est toujours des questions de connexion et de relation. On revient au réseau. Un ami m'a présenté l'équipe du ministère des startups, de l'économie de la connaissance des startups. D'ailleurs, c'est très particulier en Algérie. Absolument. Ouais. Et en fait, j'y croyais pas au début parce que je me disais, bon, c'est quoi ce ministère, etc. Et puis en rencontrant l'équipe, j'ai découvert des gens passionnés qui voulaient vraiment changer les choses. Et petit à petit, je me suis impliqué d'abord dans des événements. On voit là un autre événement aussi. Alors ça, c'est la dernière édition de la African Startup Conference. C'était la 3e édition en décembre dernier. Mais il a regroupé beaucoup d'Algériens de la diaspora. Tout à fait. Oui. Et donc, j'ai été impliqué dès la première édition en décembre 2022. Et chaque édition, bien sûr, est montée en puissance. La dernière édition, la différence peut-être, effectivement, vous le mentionnez, c'est qu'on a beaucoup de personnes
résidant en Suisse, là où je réside, mais aussi... En amont, il y a eu aussi une sensibilisation, et des rencontres. Tout à fait. On en parlait tout à l'heure, du côté des représentations diplomatiques. Oui. Il y avait un travail qui a été fait. C'est vrai. Au mois d'octobre, donc 2 mois avant l'événement d'Alger, avec bien sûr le soutien et l'aide de l'organisation du consulat général, notre consul général à Genève, que je souhaite vraiment mettre en valeur. On a organisé un événement avec à peu près 250 personnes, des professionnels, des entrepreneurs, et le ministre, en fait les 2 ministres, celui qui était ministre à l'époque et celui qui est aujourd'hui, sont intervenus en visioconférence pour présenter un peu l'écosystème. Et on a fait la promotion de l'événement. Et beaucoup de personnes ont décidé de venir voir. En fait, on leur a dit venez passer quelques jours à Alger et vous allez découvrir l'écosystème. Et ça a été vraiment un succès. C'est vrai, c'est extraordinaire parce qu'on les a vus pendant ce sommet du mois de décembre, des Algériens qui sont venus juste pour découvrir. Mais ils se sont retrouvés à lancer des projets, à créer des choses, à acheter aussi, à louer ou à acheter des biens. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a une ouverture aujourd'hui qui s'accélère aussi avec la création du secrétariat aussi d'État auprès des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger. Bien sûr, à sa tête, Sofiane Chaïb. Oui, absolument. Le ministre Sofiane Chaïb, d'ailleurs, était présent à la conférence africaine. On a organisé une rencontre. Il y avait à peu près 150 personnes de notre communauté dans tous les pays. Tous les pays étaient représentés. Et il faut le dire, hein, il a passé plusieurs heures ce jour-là 3 heures à discuter avec tout le monde. Et beaucoup de projets vont naître, sont nés ou vont naître de ces interactions. Et j'ai parlé de la Suisse, mais en fait, j'ai des amis qui sont partout dans le monde. Et on sent depuis maintenant 2-3 ans vraiment cet intérêt. Il y a de plus en plus de personnes qui font le choix, plutôt que de lancer leur projet, quel que soit le projet, le lancer dans leur pays d'accueil, se disent pourquoi ne pas le lancer en Algérie. Et moi, je fais un appel à vos auditeurs. Je suis certain qu'il y a des amis qui regardent ça, mais je fais un appel, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est ouverte pour le monde des affaires, ouverte. Donc, quel que soit le projet, quel que soit le type de contribution, que vous vouliez lancer une entreprise, que vous vouliez faire de la formation, que vous vouliez simplement faire du coaching, du mentorat, c'est disponible, c'est possible. Venez contribuer, c'est possible. Et pour reprendre même les mots de l'ex-ministre des startups, qui est aujourd'hui ministre de la formation professionnelle, venez gagner de l'argent, tout simplement. Parce qu'en gagnant de l'argent, vous allez créer des richesses, vous allez employer des personnes et vous allez contribuer au développement économique de l'Algérie. Absolument. C'est le rapport gagnant-gagnant. Donc tout le monde est gagnant dans cette équation. J'allais dire des perspectives. En perspective, il y a des projets. Mouloud Khelif. Alors oui, il y a beaucoup de projets, beaucoup de projets. Il y a des choses que je ne peux pas mentionner en détail, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'année 2025 va être très très riche en événements. Au mois d'avril, il y a au moins 2 gros événements qui vont avoir lieu. Un dans la première semaine et un dans la dernière semaine. Des événements qui sont liés à la technologie, à la connectivité, à l'entrepreneuriat. C'est l'occasion peut-être aussi pour les personnes qui sont dans d'autres pays de venir finalement découvrir l'écosystème. Il y a aussi des projets de lancement de plateformes pour connecter les talents. Donc ça, c'est au niveau institutionnel, connecter les talents de là-bas avec les talents d'ici. Parce je voudrais vraiment préciser une chose, c'est que des talents, il y en a beaucoup en Algérie, il ne faut pas oublier ça. Là, bien sûr, on parle de la diaspora. Des jeunes créatifs. Voilà. Mais en fait, l'idée, la manière dont je le vois, c'est qu'on doit connecter les talents d'ici et les talents de là-bas. Et voir ça d'une manière fluide. C'est les ponts à construire, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ici peut demain être là-bas, et puis quelqu'un qui est là-bas peut demain être ici. Et favoriser finalement cet échange pour créer le maximum de synergie et de projets. C'est ça l'idée.
Il y a beaucoup d'incubateurs qui sont maintenant au niveau des universités. On voit même des étudiants avec des projets et des inventions brevetées. Tout à fait. Donc tous les signaux, j'allais dire, sont au vert. Alors, il y a des incubateurs dans l'université, des incubateurs privés. Il y a même des incubateurs qui ont été lancés par des membres de notre communauté à l'étranger. Je ne vais pas nommer, mais en tout cas, je connais deux personnes en particulier qui sont de la région de Lille et qui ont décidé il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, venir s'installer en Algérie, qui ont lancé un incubateur et qui vont bientôt même lancer un accélérateur. Donc notre communauté à l'étranger est présente déjà ici en Algérie, elle est présente dans l'écosystème et elle va l'être de plus en plus. Il faudrait peut-être aussi faciliter encore d'autres mécanismes ou mettre en place d'autres mécanismes à votre avis, Mouloud? Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Vous avez mentionné donc, le secrétariat d'État qui est en charge de notre communauté nationale. Une vraie ouverture. Hein. Je sais que le poste existait déjà, mais juste le fait de le remettre en existence et d'avoir quelqu'un comme le ministre Sofiane Chaïb, qui est un jeune ministre. Qu'on salue ce matin. Absolument, absolument, on le salue, qui est très actif, qui a démarré sur les chapeaux de roue, qui a une mission très très importante. Et juste le fait d'avoir recréé, c'est un message très très fort en direction de notre communauté, pour leur dire justement, voilà, on est conscient de vos problématiques, on est conscient de vos besoins, et on veut créer ces ponts entre votre pays d'accueil et votre pays d'origine vers l'Algérie. Vous avez réussi à construire des ponts, vous trouvez Je l'ai toujours fait de manière, on va dire, informelle. J'essaie de le faire de manière un peu plus structurée. On en parlait tout à l'heure en privé. Donc, juste à mon niveau, à moi, encore une fois, il faut être très humble, parce que des cas comme moi, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers à travers le monde. Et juste à mon petit niveau à moi, avec le réseau que j'ai, j'essaie de connecter les gens. De connecter les gens en fonction des projets. Donc ça se fait sous forme d'un groupe WhatsApp, ça se fait sous forme de connexion sur les réseaux sociaux et également des événements. Par exemple, cette semaine ici à Alger, on profite du Ramadan, on fait une soirée ramadanesque avec un ami qui est ici, qui a des locaux ici à Alger. Et comme il se trouve qu'il y a pas mal de mes amis qui sont là pendant le Ramadan, on va organiser un événement qui va être un événement de networking, mais pas juste networking. L'optique, c'est vraiment de créer des synergies et de développer des projets concrets, quelque chose de concret. Le thème particulier cette semaine, ça va être les femmes dans l'entrepreneuriat, les femmes dans la tech, parce qu'on pense qu'elles ont un rôle essentiel à jouer, que ce soit les femmes d'ici ou les femmes de là-bas. Et la connexion, vous avez parlé de connexion, c'est le rôle aussi de cette rubrique Djelia.dz. Je vous remercie infiniment. Un grand merci à vous. Mouloud Khalif, d'avoir accepté cette invitation. Et vous êtes un petit peu. Oui, c'est pas ma voix. Pas ma voix d'origine. Il faudra me réinviter avec la vraie voix. Promis. J'ai une petite extinction de voix. Merci beaucoup. Des vœux pour l'Aïd, pour terminer. Ça aide comme à tous, à vos auditeurs. Et à tous les Algériens, peu importe où ils se trouvent dans le monde. On salue tous les cousins qui sont en train de regarder. Et tous les cousins de Khenchela, surtout. Derrière leur poste. Toute la famille à Khenchela, je les embrasse à tous. Et toute ma famille, bien sûr. Merci beaucoup encore une fois. Et merci. À bientôt. Merci. Merci infiniment, Monsieur Khalif, et merci aussi à toi, Fella. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ben oui, on va anticiper, on va vous souhaiter une bonne fin de Ramadan. Et pourquoi pas, ceux qu'on ne verra pas d'ici là, ben, ça va être comme, avec une petite anticipation, que vous soyez. En tout cas, merci de nous avoir suivis ce matin. J'espère que vous avez apprécié les thématiques développées par nos collègues. Vous retrouverez dès demain une autre équipe qui prendra le relais à mes côtés, toujours pour le meilleur de l'actualité en matinée. J'étais ravie.